Est-ce que vous connaissez Foxboy? Si ce n'est pas le cas, je pense que vous devriez très clairement vous y intéresser. Foxboy a été créé par Laurent Lefebvre en 2011 pour le mensuel en langue bretonne Louarnig sous le nom de Pas autre Louarn. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il devient Foxboy et qu'il est publié par Delcourt. Alors Foxboy, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien Foxboy, ça raconte l'histoire de Paul Salcedo, un jeune étudiant un peu turbulent qui passe son temps à ridiculiser ses camarades de classe. Alors malheureusement pour lui, un soir, d'autres élèves de son lycée vont vouloir lui donner une bonne correction et pour les fuir, Paul va se réfugier dans l'antre d'un occultiste qui s'appelle Fakir Dotki. Donc ce fameux Fakir Dotki décide donc de transformer Paul en renard-garou et c'est ainsi qu'il devient Foxboy. Il se crée ensuite son propre costume de super-héros et décide de combattre le crime. Alors je vous cache pas que c'est un petit peu résumé très grossièrement, hein, ça va bien plus profondément que ça dans l'histoire, mais voilà, c'était pour vous planter vraiment la base du récit. Alors dans un premier temps, ce qui m'avait plu en fait dans Foxboy, c'est que on n'avait pas affaire au gentil garçon persécuté à l'école qui devient le héros, qui devient le super gentil. Non, là on a plutôt affaire au persécuteur qui comprend après qu'il fait des grosses bêtises, qu'il se comporte comme un imbécile, qui se bonifie avec le temps grâce au poids des responsabilités qui l'encombre désormais. Alors j'ai aussi beaucoup apprécié le costume, hein, parce qu'il a un petit peu un côté old school, on sent dans ce côté old school, comme je dis, que Laurent Lefebvre est vraiment influencé par l'époque Stan Lee, Jack Kirby, et avec le slip, etc., ça donne vraiment ce côté super-héros à l'ancienne, et je trouve que ça ajoute un charme au héros, et aussi un costume fait maison, en fait, tout simplement. Il y a aussi le poids que représente la responsabilité de super-héros, tout simplement parce que quand on devient super-héros, il y a aussi le lot de tragédie qui suit, et on peut malheureusement pas toujours sauver tout le monde, et ça, Paul le comprend assez rapidement dans le récit. Alors c'est au premier tome que l'aventure s'est arrêtée pour moi, parce que lorsque je voulais acheter le tome 2, j'ai appris que Delcourt ne comptait pas publier la suite, hein. Enfin, c'était avant que Comics Initiative n'entre en jeu en 2018. Alors, Comics Initiative, c'est un groupe de passionnés qui met en place des projets par le financement participatif. Et c'est donc comme ça que Foxboy a pu bénéficier d'un second souffle, d'un renouveau. Et je pense que pour parler de ce nouvel air frais, rien de mieux que d'en parler avec l'auteur lui-même. Eh bien, bonjour Laurent, et merci d'avoir accepté de faire une petite apparition sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo dédiée à Foxboy. Je te remercie sincèrement d'être venu. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et alors, j'aimerais directement commencer l'interview en fait en te posant une question très importante avec tout ce qui s'est passé dernièrement, le Covid, etc. Et je pense que c'est la plus importante de l'interview. Comment ça va? Ça va pas mal puisqu'on en a parlé un petit peu avant. En effet, moi je l'ai eu pour la première fois là, toute la famille il y a juste 3 semaines, donc je continue un peu de tousser, donc faudra m'excuser si je dois m'éclaircir la gorge de temps en temps, mais on m'a un petit peu enlevé le cerveau à la petite cuillère. J'ai l'impression d'avoir été un peu lobotomisé en fait. On parle pas beaucoup de cet effet-là du Covid, mais s'il y a des moments je cherche mes mots, c'est pas juste que j'ai un Alzheimer précoce, c'est que le Covid m'a un peu diminué, j'avoue. Ouais. Je comprends, je suis passé mais ça par va. là aussi. Super. T'es passé par là aussi. Donc je ne peux que te comprendre. Alors, la question qui suit, c'est une question un petit peu qu'on t'a souvent posée, mais c'est vrai que peut-être des gens ne connaissent pas encore le personnage et ne savent pas comment il est venu au monde, ce personnage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as eu l'idée de Foxboy, comment Foxboy a germé dans ton esprit? Alors déjà, je l'ai créé en 2011, donc ça fait déjà 11 ans. À la base, j'ai toujours eu envie moi de faire un personnage type super-héros parce que j'ai grandi en France. C'est surtout les séries Marvel qui étaient particulièrement bien traduites en français. Je sais pas si en Belgique vous aviez les mêmes revues en fait. C'était l'équivalent de la revue Strange, Titan, Spilett. On avait des Strange, mais je pense qu'ils n'étaient pas aussi faciles de les trouver qu'en France, je pense. De temps en temps, quand j'étais petit, je pouvais en trouver dans les supermarchés, tout ça, mais voilà, des Nova aussi. Et les Strange, quoi, de temps en temps. Et moi, c'était beaucoup ces revues-là, mais moi-même, je les achetais d'occasion. Je suis né en 77, donc j'ai commencé à les acheter, les lire, les collectionner furieusement en 87, jusqu'à environ 92, 13, 14, 15. Là, c'est l'adolescence. Je me suis un peu mis dans les comics en VO, donc acheter beaucoup en anglais directement, des floppies, comme on dit. Mais ce qui a été assez formateur pour moi, c'est vraiment les séries Marvel. Donc, c'était les X-Men de Chris Claremont.
le Daredevil de Frank Miller, puis dessiné par David Mazzucchelli, puis ceux de Ann Nocenti, John Romita Jr. Donc il y a déjà eu l'idée de super-héros un peu vigilantes, mais surtout des héros avec des petits pouvoirs, des héros de quartier. Daredevil officiant à Hell's Kitchen, c'est même pas New York son terrain de jeu, c'est vraiment un coin de Manhattan, Hell's Kitchen. Et je pense que ce côté héros du quartier me parlait plus que le côté de Jim Starlin et les grandes sagas cosmiques qui me laissait plus j'étais surtout assez dubitatif de mélanger des concepts comme l'éternité, la mort, qui étaient des concepts extrêmement abstraits et au final qui me parlaient pas beaucoup parce que ça me semblait toujours un petit peu flan en fait. Tandis que Daredevil était concret, même ses rencontres avec le Punisher, avoir des idéologies extrêmement différentes. Donc c'est surtout ces séries Marvel et l'interaction entre les séries, ce qui manquait beaucoup à la bande dessinée franco-belge. Même si j'ai beaucoup lu d'Astérix, de Gaston, de Tintin, le fait qu'ils n'interagissent pas et ne fassent pas partie d'un même univers était quand même vachement limitant. Une fois que tu refermes un Tintin, tu sens que le monde ne vit pas en dehors de ce que crée soit Franquin, soit Hergé. Tandis que chez Marvel, chaque personne officie à agrandir un énorme monde. C'est le côté qu'on a un peu dans les mondes virtuels, type Fortnite, etc., mais bien avant l'heure et sur papier. Et c'est ça qui était extrêmement séduisant pour le gamin que j'étais. Donc Foxboy vient de cette fascination d'enfant, forcément, qui, adulte, a voulu créer sa propre série de super-héros. Et est-ce que tu te doutais, enfant, qu'un jour, tu aurais justement l'audace de faire du comics super-héroïque? Est-ce que tu pensais que ça arriverait un jour? Je pense que enfant, on se pose pas tellement ça parce qu'on peut dire indifféremment avec le même aplomb, je serais ingénieur des mines ou astronaute ou cow-boy quand on est enfant. Donc je pense qu'on se pose juste aucune limite. On n'a pas de. C'est après qu'arrive la honte en fait, et la honte elle nous inhibe parce qu'il y a le manque de confiance, il y a le côté mince si je dis que je veux être une star du hip-hop, on va penser que je suis juste hyper prétentieux. Mais ça arrive après quand on est gamin, on n'a pas de filtre en fait. Donc je sais pas si je crois que je me rappelle pendant longtemps pendant un moment je voulais être maquilleur d'effets spéciaux dans les films, le côté faire des moulages, des prothèses, avoir des poires dans lesquelles t'appuies pour faire sortir du sang, je trouvais ça hyper cool. Le côté transformation, la découverte du clip Thriller de Michael Jackson, Thriller, ça a été une révélation parce que j'avais 7 ans en 84. Et voir les créatures qui dansaient avec Michael Jackson, le passage du loup-garou, ça a été une vraie révélation. Et je pense que les comics que je préfère ont une composante d'horreur très présente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde technologique à la Iron Man, on est plutôt dans un monde de magie et de fantastique où les protagonistes sont soit eux-mêmes des formes de loup-garou, puisque Foxboy est lui-même un renard-garou, c'est-à-dire un loup-garou mais en cheap quoi. C'est un petit gamin, il a très peu de pouvoir, il est pas très baraqué, il est pas très fort. Quand on regarde, il affronte un loup-garou, il affronte un vampire, donc exactement. Il y a ce côté les contes de la crypte, horror comics, les BD type les contes de la crypte, Creepy, Vampirella, Eerie, et je reprends ces codes-là. Parce que vraiment, il y a cette passion pour l'imaginaire fantastique qui fait frisson. Pas trop pour le gore, mais beaucoup pour le fantastique. Et Foxboy, même les héros Marvel, quoi. Hulk, c'est une sorte d'adaptation de Jekyll et Mr. Hyde, tout à fait, mélangé à Frankenstein. Wolverine, c'est peut-être le personnage le plus proche de l'idée d'un loup-garou, d'un homme loup sauvage, poilu, hirsute. Spider-Man vient lui-même son costume d'un costume d'Halloween. Batman, c'est Dracula mélangé à Zorro. Enfin, on peut énumérer un peu tous les personnages, les grands personnages de comics et des monstres de la Universal, et on se rend compte qu'ils ont un équivalent en super-héros, quoi. Ça se ressent parce que, d'ailleurs, attends, je sors un peu du cadre parce que j'ai des petites choses à prendre. C'est vrai que je les ai sous la main. Il faut sortir du cadre. Voilà, c'est ces petites choses-là que tu nous as envoyées avec Comics Initiative. On sent un petit peu l'amour pour les films de monstres, les films d'époque. Quand on regarde ces petites cartes-là qui font un peu penser aux films des années 50, aux films d'horreur des années 70, etc.
Donc, franchement, c'est super cool. Et je trouve, moi, en tant que lecteur, c'est vraiment ce qui m'a séduit avec Foxboy, c'est que ça sort un petit peu du cadre habituel dans lequel on voit un super-héros évoluer. Ça fait tout son charme, en fait, le côté fantastique. Sachant que tu as commencé Foxboy, pardon, enfin, Pot le Harn, parce que je le prononce bien cette fois. Très bien. J'espère. Garçon renard en breton. Pour le Louarnig. Ensuite, tu as déménagé Foxboy chez Delcourt. Et du coup, ma question tourne autour un petit peu de la propriété intellectuelle. Comment ça se passe quand on édite un personnage qu'on a fait pour une maison d'édition, pour une autre édition? Qui gère les droits? Est-ce que les droits se rachètent à l'autre, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe derrière le décor, dans les coulisses un petit peu? Alors, Louarnig, tout simplement, on a fait un contrat. Et comme eux, c'est pas trop leur truc, leur boulot, c'est pas d'exploiter des albums dans le sens où ils vont tirer des éditions à l'étranger ou peut-être éventuellement en cas de succès faire un film, des jeux vidéo ou des séries télé Netflix. Bah eux, c'est tout simplement on fait un contrat où toi tu nous donnes 3 pages par mois d'une série qui s'appelle Potlouarn Foxboy Garçon Renard. Et puis nous, on le publie dedans, et puis tu auras 150 € par planche en couleur tous les mois. Voilà, c'était ça le deal. Ou peut-être 100 € au début. Donc je faisais 3 pages par mois, donc 300 €, et ça me servait à arrondir un peu mes fins de mois, mais surtout à pouvoir entamer un stock de pages et d'histoires au fil du temps, dont je restais le propriétaire des droits. Tout simplement. Donc quand j'étais à Delcourt, on a fait un contrat de type Delcourt, mais de toute façon, ce premier contrat faisait que, de toute façon, j'étais reconnu comme le créateur de la série. Ce dont Delcourt, en 2014, devenait momentanément copropriétaire avec moi, c'était des planches que je créais dans le cadre des 2 albums qu'on a fait pour Delcourt, qui sont derrière toi. Là, j'en aperçois un, en tout cas, sur ton étagère. Le premier qui est juste là. Exactement. Ouais, celui-là, qui est paru en 2014. Donc, celui-là était tout simplement comme n'importe quel album signé chez un éditeur franco-belge, on va dire, la copropriété de l'éditeur et de l'auteur. C'est-à-dire, je peux pas, moi, faire une suite ailleurs si j'ai pas l'autorisation que Delcourt arrête la commercialisation et qu'ils m'ont rendu la possibilité de repartir avec les droits. Donc il y a eu 2 années, 2 albums qui ont pas trop mal fonctionné honnêtement, mais le marché de la BD étant ce qu'il est, il fallait vendre plus que 2-3 000 albums pour qu'il soit pérenne pour une maison d'édition type Delcourt de continuer à exploiter ça. On va dire que 500 exemplaires auraient été clairement un échec, que 2, 3, 4 000 albums, c'est pas mal du tout, mais que peut-être aussi que Delcourt savait pas trop comment vendre cet album-là, comment le pousser. Peut-être que les libraires ne comprennent pas trop qu'il y ait des séries format comics, alors qu'ils ont déjà suffisamment à faire avec une tonne de franchises type Marvel, DC, Image Comics, qui n'ont peut-être déjà pas forcément le temps de lire, même tout simplement. Donc, en fait, la série ne cartonnait pas sans doute assez. Je dis sans doute parce qu'en fait, on n'a jamais eu cette discussion, ça n'arrive pas, tout simplement, on se rend compte que les choses traînent. Parce qu'on ne répond pas à nos mails et parce que les gens avec qui on travaille, moi par exemple, je travaille avec Thierry Mornay, donc Monsieur Comics chez Delcourt, qui est un copain, je l'ai encore eu au téléphone 1 heure ce matin, on se connaît, on s'apprécie, on est copains, mais je parle avec Thierry Mornay, mais je signe avec Guy Delcourt. Or, Guy Delcourt, j'ai dû lui parler une fois dans ma vie au Festival Quai des Bulles, quand je suis allé me présenter à lui en disant bonjour, je vous allais éditer mon bouquin dans 2-3 mois, et il voyait juste vaguement ce que je faisais parce que un directeur éditorial lui a dit tiens, j'aimerais bien pousser ce truc-là. Mais voilà un petit peu, c'est le côté hiérarchique qu'on trouve dans n'importe quelle boîte. En fait, on est embauché, on a un supérieur direct, peut-être un deuxième, mais pas 3 ou 4 au-dessus. On connaît pas le propriétaire de la boîte, ou c'est un peu comme ça. Donc je pense qu'à un moment, les gens avec qui on travaille ont autant envie que nous de faire un bon livre et qu'ils se vendent bien, mais au final, on n'a pas forcément une vraie discussion où on se dit tiens, ça aurait peut-être pas dû être la bonne collection, on l'a peut-être pas sorti au bon moment. Il se trouve qu'à un moment, on se rend compte que les choses traînent et qu'il faut déduire que la série s'arrête, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Après Delcourt, il y a eu ce qu'on connaît aujourd'hui, Comics Initiative.
Et donc, ce projet de financement participatif, est-ce que tu t'attendais, pardon, à un tel soutien quand tu as proposé Foxboy par le biais du financement participatif? Alors, dire oui, ce serait extrêmement prétentieux parce que effectivement, le premier, on l'a fait en 2018, non pas pour, enfin le premier autour de mes créations, on va dire. J'avais rencontré Michael Jérôme qui écrivait des articles. Hop, quand ça tremble un petit peu mon téléphone, c'est parce que j'attrape des bouquins posés sur la table devant moi où mon smartphone est en équilibre, donc ça fait un peu tour de Pise. Ça va, je suis rassuré. Donc on avait fait ça en 2018. Non, non, tout va bien. Ouais. Que j'ai enlevé la jaquette, qui était donc ah non, la jaquette, pas de bol, c'est une couverture blanche. Je n'ai pas pris un bon exemplaire. Qui était un artbook, donc un bouquin où, voilà, où il y avait beaucoup de commissions que j'ai pu faire depuis des années, des dessins de personnages de la pop culture, etc. Et ce premier bouquin en 2018, pour moi, c'était pour tester le financement participatif. Michael Jérôme, qui venait de faire Kirby and Me, un hommage à une lettre d'amour à Kirby à l'occasion du centenaire de la naissance du King des comics. Je l'avais, je crois, derrière moi aussi, en fait. Je regarde voilà. les bibliothèques. Voilà le fameux Kirby qui est juste là. Voilà. J'ai commencé à travailler avec Michael Jérôme là-dessus en 2017. Je lui ai fait la couverture d'ailleurs, et puis voilà. Et donc c'est là où on a fait effectivement. Il m'a convaincu de tenter le coup. Entre-temps, moi j'avais continué à publier Foxboy dans le journal PIF, qui vivait une de ses énièmes renaissances provisoires. Et c'est le moment où Delcourt arrêtait les albums, en fait, la publication, et où PIF s'arrêtait aussi. Et c'est là où il m'a proposé de faire un financement participatif avec un artbook. Et c'est ce premier bouquin qui a marché, qui a plutôt bien fonctionné. On a dû lever quasiment 40 000 euros. Et non, on s'attendait pas à autant, effectivement. Voilà. Ta participation. Ouais, voilà. Donc ça, c'était ma participation. Ouais. C'était ma participation à ce bouquin où chacun, en gros, devait exprimer ce que Kirby évoquait pour lui. Et pour moi, c'est la chose parce que c'est pour moi l'incarnation, c'est le personnage le plus proche pour moi de Kirby. C'est-à-dire, c'est le socle, c'est le pilier. Toute la baraque tient sur ses épaules. Et même s'il a l'air comme ça, une apparence un peu grossière qui peut cacher qui serait pas subtil ou c'est le cœur battant du groupe en fait. C'est le cœur des choses. Et puis la position du penseur évidemment parce que c'est l'homme de pierre et puis pour rappeler que c'est un individu qui pense et Kirby était quelqu'un qui pensait énormément. Et donc j'ai commencé avec ça avec Michael Jérôme. J'avais observé ce truc qui s'appelle le financement participatif où en gros on mouille la chemise sur le terrain, mais sans le public autour qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous pousse, il n'y a rien qui se fait. Donc, je voulais tester avec un artbook ce que ça donnait. Michael m'a convaincu que le fait que j'étais un peu prof, un peu didactique, que j'expliquais beaucoup comment moi je fais, plutôt que faire une méthode, il y avait un côté... un peu didactique, un peu expliquer un parcours plutôt que vouloir faire une méthode de faire les comics, ce qui me semblerait assez ridicule vu que j'ai jamais bossé pour des éditeurs américains, donc j'aurais été très mal placé pour faire ni des leçons de dessin, ni des leçons de comment devenir auteur BD. Mais l'idée d'un bouquin parcours, de recueillir des dessins, et l'idée des paliers, c'est-à-dire que plus on montait d'étapes, plus ce fameux ruissellement tant vanté par les politiques qui veut que plus quelque chose fonctionne, plus ça doit retomber sur ceux qui financent. Voilà, on a monté le format, petit à petit, on a augmenté la pagination jusqu'à ce qu'on ait un bon gros bouquin, on a mis une jaquette, des dos toilés, on a rajouté des ex-libris, des posters, des cartes, une tonne de trucs, ce qui fait que les premiers actionnaires, entre guillemets, du truc se retrouvaient riches parce que le projet gonflait, s'enrichissait, et qu'à chaque étape, il était important de faire partager une part de ce succès en enrichissant le cadeau pour ceux qui étaient là au début et d'inciter les suivants à sauter le pas, et donc un truc réellement vertueux. Le système m'a plu et surtout,
pensé que je serais peut-être pas ridicule si je reproposais la même chose l'année suivante, mais cette fois avec Foxboy, donc de la création. Et comme j'avais beaucoup de pages déjà créées pour le magazine PIF, et que PIF, par contrat, en fait, me laissait la totale jouissance des droits des histoires que j'avais publiées dans leur journal pour les rééditer dans un album ailleurs, que ce soit Delcourt ou chez un autre éditeur. Voilà, l'idée c'est que il fallait trouver un moyen de rebondir et surtout un moyen de continuer. Peut-être le plus grand péril qu'a affronté Foxboy, il n'est pas dans les pages de ses aventures, il est dans le fait que toute l'histoire a fait que normalement ça n'aurait pas dû dépasser les pages d'un magazine en breton, puis ça n'aurait pas dû dépasser Delcourt, puis ça n'aurait pas dû dépasser PIF, mais qu'à chaque fois on trouve une solution pour rebondir et que maintenant, on est en 2022, le 3e tome est en librairie aujourd'hui, si Macassar a bien fait son boulot, notre diffuseur-distributeur, et donc aujourd'hui il y a un premier vrai cycle entier complet qui permet d'établir déjà beaucoup de choses dans l'histoire en fait de Foxboy et de là où je veux en venir après. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu t'y es pris avec donc ce second souffle que tu as pu donner à Foxboy, notamment dans la réalisation des planches, parce que je me suis permis de comparer un petit peu la première version avec le 2e tome. Et j'ai remarqué un petit peu beaucoup de cases de planches très similaires, mais parfois, certaines ne l'étaient pas tout à fait. C'est-à-dire que tu avais retravaillé des cases, parfois tu avais carrément refait toute une planche. Est-ce que finalement, comme tu m'avais déjà confié que le dessin était une bagarre, est-ce que tu as dû te bagarrer pour cette refonte du personnage? Alors quand je dis que le dessin est une bagarre, c'est-à-dire que je me sens d'abord investi d'une mission de raconter. J'ai envie de raconter des histoires et j'utilise le dessin comme véhicule pour raconter des histoires. D'accord. Je connais pas mal de gens il y a un peu deux familles de dessinateurs pour moi. Il y a ceux qui aiment le dessin, qui savent dessiner, pour qui c'est un plaisir, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées. C'est un peu comme s'ils étaient nés à l'intérieur d'une Porsche ou d'une Formule 1, mais ils n'avaient pas forcément des envies de voyage particulières. Et d'autres ont des envies de voyage, mais ils ont juste un vélo, une trottinette ou leur mollet. Et moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie. J'ai toujours eu envie de raconter des histoires, de dessiner. J'ai des idées, des images, des plans. Donc, je comprends les gens comme Patrice Lecomte qui ont commencé par la BD puis qui ont fait du cinéma parce que c'est avant l'envie de raconter quelque chose qui est le moteur en fait dans leur vie. Et moi, le dessin, je le travaille, je continue de me bagarrer avec. J'ai pas vraiment appris le dessin dans le sens où j'ai pas été à l'école, j'ai pas été aux Beaux-Arts, j'ai pas pris de cours. Et donc, je dois toujours composer avec ce muscle un peu mou qu'est le dessin et que je dois continuellement exercer. Et quand j'ai eu l'occasion de repartir avec mes albums sous le bras pour recréer quelque part, réaménager ma petite famille, mais dans une autre maison qui s'appellerait Comics Initiative, donc ramener les anciens tomes, c'était l'occasion inespérée de pouvoir enfin les terminer. J'estimais que, pour plein de raisons, déjà avec les années, le recul, la maturité, l'idée même de l'univers que je mets en place et un peu tout ce qui s'apparente à une saga a eu le temps d'évoluer dans ma tête, de se perfectionner. Et donc avec cet œil neuf, j'avais envie, oui, de rajouter les pages qui, à mon avis, manquaient pour donner certaines respirations à un récit qui est par ailleurs des fois très dense, avec beaucoup d'informations, des concepts un peu compliqués. Et il s'agit que ça reste une balade agréable, pour filer la métaphore du voyage, pour le lecteur qui arrive et que ce soit pas bonjour, vous rentrez dans ma tête et il y a rien de rangé, quoi. Donc il fallait faire ce travail d'éclaircir le dessin, éclaircir des propos, des statements, je sais pas comment dire, des affirmations, des bases pour consolider le récit. Donc c'est souvent passé, pas partout, pas tout le temps, mais par redessiner des cases pour
plus claire, plus séduisante, plus en accord avec l'idée globale que je me fais du personnage. Tu m'avais cité l'exemple où il se rase le cou, parce que la première nuit où il rentre chez lui après avoir eu cette première expérience de transformation en renard-garou, c'est comme si il avait chopé la puberté en une nuit. Et donc, d'un seul coup, il y a des poils dans le cou, il y a du duvet, et c'est un peu ces incohérences de films de loup-garou et de transformation en général, ça pose des questions. Comment est-ce que Bruce Banner garde son futal qui lui tombe pas sur les chevilles quand il redevient humain? Pourquoi est-ce que les poils de loup-garou, ok, ils sont sortis quand ils se transforment, est-ce qu'après ils tombent, est-ce qu'ils rentrent dans le trou? Enfin, c'est déjà dur de rentrer le dentifrice dans le tube quand on en a sorti trop. Alors, des poils de barbe, des poils de loup-garou. Donc tous ces trucs-là méritaient, ça c'est un peu anecdotique, mais méritaient d'être un peu affinés à l'occasion d'une nouvelle version et qui est plutôt la bonne version, le Director's Cut, mais plus globalement dans l'histoire avec des concepts de, non pas d'univers parallèle, mais d'univers imbriqués les uns dans les autres. L'univers Marvel est imbriqué à l'intérieur d'une autre, mais à l'intérieur de Marvel, peut-être qu'ils lisent des bandes dessinées qu'on va appeler les comics rois, par exemple, ou autre chose, et donc si le monde de cette petite maison d'édition à l'intérieur de l'autre disparaît, j'ai un meilleur exemple, c'est peut-être Itchy et Scratchy. Itchy et Scratchy vivent dans un monde qui existe dans le monde des Simpsons, qui existe dans le nôtre, un peu comme des poupées russes les unes dans les autres. C'est ça. Si Itchy et Scratchy, leur planète explose, ça ne change rien à la planète où vivent les Simpsons. Mais si la planète des Simpsons explose, le monde d'Itchy et Scratchy, s'ils existent dans une dimension parallèle, alors qu'ils ont été inventés par des dieux qui existent dans le monde des Simpsons, eux aussi arrêtent de vivre. Mais ça change rien au nôtre, parce que nous avons Matt Groening qui a créé les Simpsons, et dans le monde des Simpsons, des producteurs, par le biais de Matt Groening, ont créé Itchy et Scratchy. Ben moi, j'ai ça avec le monde du royaume à l'intérieur de Foxboy, qui est à l'intérieur d'une autre. Et mon jeu est dans l'interaction entre ces mondes-là et la prise de conscience des personnages qu'ils peuvent échapper à l'assignation de leur corps, de leur rôle, de leur pouvoir, de ce que leur donnent des scénaristes démiurges. Et toute la thématique que je développe et dont le premier arc est réellement terminé avec le tome 3 est la première prise de conscience, celle de super-héros, de créatures, de concepts échappés d'un univers, le fameux royaume que j'ai développé dans des bouquins, dans d'autres albums de BD, aussi dans Foxboy, et dont les pouvoirs de Foxboy viennent de ce monde-là, mais sont sortis pour une raison qui est expliquée à la fin de ce troisième tome. Ça y est, tout est rangé en ordre, mais maintenant je vais attaquer la phase 2. Et tous les éléments posés le sont depuis le premier tome, depuis avant même que je sois chez Delcourt. Je sais exactement où je vais par tranche de 3 albums en fait. Et là où je suis ravi, c'est que pour la première fois, j'ai pu enfin terminer un premier arc complet, ce que je n'avais pas pu faire chez Delcourt parce que la série avait été arrêtée trop brutalement et que j'avais dû me résoudre à enlever des éléments pour ne pas que le lecteur reste sur sa faim à l'époque sur le tome 2. Bah oui. Quand j'ai pu reprendre chez Foxboy, j'ai pu remettre ce qui manquait dans le tome 1, le tome 2, et que le tome 3 joue pleinement son rôle désormais. Et donc, je réponds à ta question en disant que j'ai modifié des planches, j'ai ajouté des planches et j'en ai modifié à la fois parce que j'étais pas content du dessin, de la narration, des dialogues, des couleurs, mais aussi parce que le but premier et dans lequel j'avais été interrompu en cours de route chez Delcourt, j'ai enfin ce vrai cadre garanti grâce au lecteur et au financement participatif de enfin pouvoir laisser libre cours à l'artiste en moi, on va dire. Nous, en tant que lecteurs, tu nous as emmenés à travers ce voyage, mais pas que, tu as aussi emmené Foxboy dans un voyage qui est de retourner dans son propre passé pour essayer de réparer ses erreurs avec son rival, qui avait un peu l'association du Noël de Scrooge, hein, comme on avait pu en discuter. Ouais. Et je m'étais dit, mais est-ce que au final, c'était réellement bonjour. Il y a Mania, c'est mon fils qui fait un petit coco. Dites bonjour. Bonjour. Sur YouTube. Dites bonjour. Dites vive la Belgique. Vive la Belgique. Voilà. Vive la France. Bon. Enfin, vive Rennes. Vive Rennes. Allez hop, ferme la porte.
Saleté de gosse. Non, Excellent. adoptez mes mômes. Adoptez-les. Ah, j'en ai Oui, déjà alors, deux. moi aussi, c'est pas grave. Donc Je suis voilà. pas jaloux. Tu peux les prendre. Qu'est-ce que tu me disais? Donc je disais, ce fameux Noël de Scrooge, Ah oui. est-ce que Ouais. c'était prévu dans… Bah, tu y as répondu, mais je me disais, quand on lit le premier Foxboy de Delcourt, je m'étais pas douté que ça pouvait être prévu initialement, en fait. Et c'est que quand j'ai lu celui de la version Comics Initiative, je me suis dit, ah ouais, carrément, il a carrément été dans une autre idée, tout ça, carrément dans autre chose pour nous amener, nous raconter les origines de Foxboy avec une temporalité un petit peu plus déconstruite. Et finalement, tu m'as dit que avec un indice qui est présent dans le premier tome, ce n'était pas le cas, quoi. Oui, oui. Alors, on fait allusion à un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, celui-là qui est paru en 2020, il se passe un événement largement au-delà des compétences habituelles, du champ de compétences de mon petit renard-garou. En clair, c'est comme si Thanos venait snapper dans un épisode de Daredevil. Il se dit, mais moi, d'habitude, j'affronte le Caïd ou je m'équipe avec Elektra. Pas des aliens. Là, c'est plus mon job. Moi, j'ai pas signé ça sur comment dire, ce que j'allais faire dans mon contrat pour mon boulot. C'est pas du tout ça. Et à la fin, et dans le premier tome, en fait, je parle d'un événement qui se passe à un moment où Foxboy vient d'avoir ses pouvoirs, mais n'a pas encore son costume. Ce qui est un peu une espèce de Year One ou Night One. Fait, ouais. La première nuit de Foxboy, effectivement, il rentre, ça s'appelle Terreur Verte, et il rentre dans une usine. Effectivement, le petit Foxboy est en tout petit ici, à une fenêtre. Donc à ce moment-là, c'est l'épisode où il a pas encore son costume orange, il est habillé avec un sac Leclerc sur la tête. On voit là, comme ça. Et en fait, il rentre dans une usine la nuit, il y a une espèce de créature transgénique OGM, une sorte de créature des marais que je me suis faite. Et effectivement, il voit une lumière à l'intérieur de l'usine qui sert à le guider pour retrouver la créature à travers laquelle il est à la poursuite. Et à la fin de ce même tome, il y a une autre aventure qui va faire que il va commencer un voyage dans le passé pour réparer ce danger au temps présent qui est un danger d'échelle vraiment gigantesque, ce danger à l'échelle Thanos. Et pour voyager dans le passé, il va devoir changer la fin de cet épisode-là où il s'est foiré, en fait. Il n'a pas réussi à corriger les choses et les conséquences sont immenses. C'est un peu comme le fameux battement d'aile du papillon de Konrad Lorenz qui est censé provoquer une tempête quelques mois plus tard au Brésil, à l'autre bout du monde. Donc, un petit événement, un petit grain de sable peut avoir des conséquences théoriquement, en théorie, je dis bien, gigantesques et infinies. Le fait, par exemple, que Poutine soit pas mort tout petit à 2 ans change le cours de l'histoire. Mais peut-être qu'il y aura eu un autre type, si c'est possible, encore pire encore. Enfin, voilà, c'est ce genre de raisonnement un peu étrange. Et effectivement, cette histoire-là, là, dont j'ai montré quelques pages, j'ai une des toutes premières que j'avais faites avant même qu'il y ait Delcourt. C'était fait en 2011, je crois, cette histoire-là. 2011, donc il y a 11 ans. Et sachant que des années après, dans le tome 2 de Foxboy, pendant son voyage dans le passé, le tome 2 de Foxboy, où il voyage et il revient au même endroit avec le même sorcier. Et sauf que quand il voyage dans le passé, ils sont invisibles pour les gens qui sont dans le passé, comme si c'était des fantômes. Et là, on est comme dans le roman le Christmas Carol de Charles Dickens, donc le conte de Noël, hein, je crois que ça s'appelle, le Noël de Scrooge. Effectivement, en fait, tout simplement, la lumière verte que mon garçon renard avait vue mais 11 ans avant et qu'il voit ici à nouveau, on reprend la même séquence. C'est tout simplement la lumière. Il n'y a aucune autre lumière que celle des fantômes du futur qui vont venir dans le passé. Donc déjà, il y a 11 ans, il voyait la lumière de lui-même en visite de ce que je ne dessinerai que 11 ans après. Donc, ça donne un peu une idée de effectivement… De boucle temporelle, un peu comme ça. Bah oui, comme si Robert Zemeckis avait déjà en tête des séquences du deuxième passage de Marty McFly et du Doc
au moment où il réalisait le premier Retour vers le futur. Parce que c'est pas tout de réécrire des histoires a posteriori et d'aménager, c'est que l'idéal, c'est qu'on reprenne le truc d'avant, comme si on regardait Terminator 1 et on voyait des éléments qui n'ont pu être mis sur place que si on connaissait déjà le contenu de Terminator 3, par exemple, quoi. Et moi, c'est ça qui m'amuse. Donc, il y a aussi cet exemple, tu disais qu'il ressemble en voyageant dans le passé, donc dans le tome 2 et dans le tome 3 de Foxboy, les deux personnages, voilà, on les voit là ensemble, qui voyagent tous les deux dans le passé pour à la fois réparer l'erreur primordiale qui est à la cause de tout, l'erreur originelle, mais aussi le prétexte pour revisiter qui est Foxboy, comment il est devenu Foxboy, pourquoi il a eu ses pouvoirs. Donc, c'est un peu ces deux missions-là, mais que ça ne fonctionne que s'ils voyagent en fantôme dans le passé, donc qu'ils sont simples témoins, ils n'agissent pas, mais qu'en même temps, oui, j'indiquais dès le départ, parce que j'avais dans un cours de français où le jeune Paul Salcedo, en 2015, avec sa classe au lycée, ils étudient, en effet, et on le voit dès la première édition, dès le cours paru en 2014, c'est bien ce conte de Dickens où on cite les paroles du premier fantôme, celui du passé, qui vient la nuit de Noël avertir Scrooge de ce qui va se passer s'il ne change pas. Et c'est exactement ce que fait Foxboy. Si tu ne changes pas le passé, si tu ne te changes pas toi-même, tout comme moi, je vais changer mes propres planches en revisitant mon propre passé d'auteur, finalement, moi aussi, je joue ce rôle-là en revisitant mon atelier d'il y a 7-8 ans. Donc voilà, c'est un jeu de mise en abîme particulièrement rigolo. Il y a les choses qu'on prévoit, il y a aussi les choses sur lesquelles on rebondit et l'idée arrive au moment où on les refait. Tout n'est pas préparé. Il y a des parties qui sont préparées, il y a des choses qui s'improvisent. Il y a encore quelques mois, quand j'étais en train de terminer, évidemment, quoi. Et là, on en vient à ma dernière question. Comment tu vois, du coup, l'avenir de Foxboy aujourd'hui et qu'est-ce que tu lui souhaites? Bah, moi, alors, je vais être très prosaïque, hein. Je souhaite qu'il se vende assez pour que je puisse faire passer moins de temps à faire de la com. J'aime ça, hein, j'aime beaucoup me déplacer, c'est très agréable. Mais plus je gagnerais du temps, plus je pourrais augmenter le temps consacré à la création. Et j'aimerais qu'il se passe pas 3 ans entre chaque album. J'aimerais qu'il y ait quasiment un album, même s'il est moins épais, peut-être même un album de 80-100 pages, mais qu'il en sorte un tous les ans. Ça, j'aimerais bien. Et ça, bah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je puisse être dégagé. Et pour ça, il faut que que la série s'installe petit à petit, en fait. Il n'y a pas trop à tortiller. C'est pas vendre pour vendre, hein, ce que je suis en train de dire. Ce que je veux, ouais, c'est que vraiment les gens qui lisent pas forcément de comics et qui se disent Batman, tout ça, c'est pas pour moi. Il y a 20 albums de Batman tous les mois depuis 12 ans. Il y a 30 Spider-Man, il y a 40 Deadpool, machin. Que les gens qui n'en lisent pas, et à raison, que ça ne leur échappe pas que Foxboy pourrait justement être pour eux parce que ça peut être plus en commun qu'ils pourraient croire avec d'autres séries qui n'ont rien à voir avec Marvel et DC, en fait. Parce que j'ai de l'ADN américain, de Krypton, c'est Superman et tous ses descendants, mais j'ai de l'ADN européen, franco-belge, et c'est aussi ça de l'ADN breton, parce que c'est toute cette part de fantastique, de narration franco-belge. Là, je viens de découvrir le Spirou par Émile Bravo, un peu tard, mais je viens enfin de lire le petit Spirou, le groom vert de gris, qui raconte justement pourquoi un groom de l'hôtel du Moustique a choisi de devenir un aventurier qui reste habillé en groom d'hôtel. Et parce qu'il a connu l'occupation, il a connu le passage à l'âge adulte, et que ça s'est fait de manière violente, triste. Et je trouve ça fascinant et ça va me nourrir au moins autant que les 100 derniers albums de Superman, Spider-Man ou Batman. Moi, j'ai jamais été milliardaire à Gotham, donc Tony Stark et Bruce Wayne m'inspirent moyennement. Là, aujourd'hui, c'est plus Spirou, Neil Solgerson ou Dickens avec Scrooge, ou même Alan Moore et sa Ligue de Gentlemen, ou Serge Lehmann avec la Brigade Chimérique. C'est tous ces gens-là aujourd'hui qui font un écho dans ce qui sont mes recherches à moi d'auteur. Donc, j'espère arriver à ce qu'à un moment, le public qui pense que Foxboy ne les concerne pas lui donne une chance, en fait. Ça, ce serait
ça serait pas mal parce que ça m'aiderait à aller plus vite dans ce que j'ai à raconter. Et le temps passe très vite, en fait. C'est ça que je vois. C'est le sablier s'écoule et on a un certain nombre d'albums à faire. Et je sais que j'ai beau avoir l'impression que d'avoir tout juste commencé, je sais que je suis à mi-parcours. J'ai 45 ans. Dans 15 ans, je ne sais pas comment je pourrais continuer à produire et faire. Et il y a ce sentiment que j'ai déjà depuis pas mal d'années, mais encore plus présent chaque année, que à la fois se bagarrer sur le front, de monter un montage financier pour continuer à être totalement indépendant, de pouvoir dire fuck off à Amazon et d'imposer, comme on fait avec tous nos livres d'imprimés en France, compte, et c'est pas juste du vent et une posture, mais ça implique un temps, un travail supplémentaire assez immense. Et la réponse pour que je puisse avoir un petit ballon d'oxygène, une petite pause, un petit souffle et pouvoir créer plus vite, bah, c'est que la série trouve enfin un écho un peu plus large qu'elle a actuellement. C'est pas simple, mais voilà, on a de la santé comme on dit. Et puis heureusement, il y a ce truc incroyable qui s'appelle Ulule, qui permet de renouveler le système vieux comme Hérode de la souscription, car il conjugue le financement participatif avec les communautés créées par les réseaux sociaux, qui font que nous, on s'est croisés il y a peut-être 6 ans dans un festival, et que là, on se retrouve grâce à Zoom sur Internet, et on est relayé par YouTube. Et c'est des outils qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et qui permettent de donner une audience à un projet, un réel projet qui est de comment créer une série de super-héros ambitieuse, non américaine, non balisée par des grands groupes type Disney, Warner. L'ambition, elle est là, tout bêtement, quoi. Merci. Avec ces 3 nouveaux tomes, pour moi, Laurent Lefebvre a complètement renouvelé son personnage et nous a livré un univers bien vaste qu'il me tarde d'explorer. Paul a encore beaucoup de choses à vivre selon moi, c'est un héros qui a beaucoup de potentiel et qui n'a pas fini de nous surprendre. À tous ceux qui aiment les univers cosmiques, les multivers, les créatures fantastiques, qui ont une sensibilité aux aventures et aux univers de Jack Kirby, eh bien, vous devriez très clairement, je pense, vous intéresser à Foxboy, ce héros français à l'avenir radieux. Personnellement, je me suis laissé embarquer dans l'univers et je suis loin d'être déçu. Je vais continuer de soutenir Laurent Lefebvre et son univers corps et âme. Comics Initiative est une maison d'édition à suivre de très près de par le contenu qu'elle propose, mais aussi par la qualité éditoriale de ses bouquins. Tout cela pour dire que j'ai très hâte de retrouver Foxboy dans ses prochaines aventures. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Aussi à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines émissions, les prochaines vidéos qui sortiront sur divers sujets. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré m'entretenir avec Laurent Lefebvre. C'était un moment très cool. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et surtout, prenez soin de vous et de la bande dessinée. À très bientôt dans Derrière les bulles. Ah, et j'ai failli oublier, si t'aimes bien la mascotte de la chaîne, le nouveau visuel, etc., tu peux toujours aller t'abonner à la chaîne YouTube de Jérémy ou alors le suivre sur son Instagram. Tous les liens sont dans la description. Et franchement, son travail est dingue. Il fait beaucoup de choses en 3D. C'est un passionné de cinéma. Il parle aussi de cinéma, etc. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil parce que franchement, ça vaut le coup. The one who lives there, 'cause she once was a true love of mine, 'cause she was once a true love of mine, she once was a true love of mine, she once was a true love of mine.